Jusqu'à 9h, vous écoutez Qu'est-ce qui m'atteint à Choc FM. Les groupes environnementaux demandent vraiment la fermeture du projet Énergie-Est. Eh bien, on sait que c'est dans le cœur de l'actualité depuis un certain temps, surtout dans l'Est de la province. On va parler avec Martin Poirier, le porte-parole de Culpa chez nous aujourd'hui. Bonjour Martin, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Alors, évidemment, on demande la fermeture du projet. Quand on demande la fermeture du projet, c'est qu'on veut vraiment pas d'oléoduc carrément qui passe sur le territoire de la province, là. Ben, ce qu'on veut pour l'instant, c'est une suspension officielle de l'examen du projet. OK, oui. On sait que l'Office national de l'énergie peut reporter cet examen-là. Nous, premièrement, on demande cette suspension-là pour 5 raisons majeures, là. Quelles sont ces 5 raisons? On parle de l'annulation du projet de port pétrolier à Cacouna, qui rend la demande soumise par TransCanada incomplète. On demande la dénonciation faite par les communautés des Premières Nations qui vivent le long du tracé, qui, eux, mentionnent qu'ils ont un manque de consultation adéquate. Ensuite, il y a le refus de l'Office national de l'énergie de prendre en considération les répercussions du projet sur le climat. Et quatrièmement, le défaut de l'Office national de l'énergie de rendre disponible la documentation en français. On parle de 30 000 pages. Nous, on considère qu'on ne peut pas être consulté adéquatement ou participer à des consultations si ces documents-là ne sont pas en français. Et en dernier, l'adoption de la loi C-38 dernièrement a entraîné des modifications avec l'Office national de l'énergie. Donc, ils peuvent dorénavant refuser le public qui, pour eux, n'est pas concerné directement. Donc, si je suis pas propriétaire terrien où l'oléoduc va passer, j'ai donc pas droit de parole. Mais on sait que c'est un oléoduc qui va traverser une majeure partie du territoire du Québec, là. Est-ce que l'Office national de l'énergie avait prévu les audiences pour prochainement, là? Est-ce qu'on avait une date qui était arrêtée? C'est pas clair à ce niveau-là. On sait qu'il va y avoir des audiences. On sait que certains groupes, à travers différents partis politiques, ont déjà eu un soutien parce que c'est très complexe d'arriver à pouvoir soit déposer un mémoire ou pouvoir être entendu. Donc ça, c'est un processus qui est encore en cours. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Office national de l'énergie n'a pas l'intention de suspendre leur calendrier ou du moins de reporter quoi que ce soit, là. À moins qu'il y ait une décision politique, finalement, là. Encore là, on voit pas non plus la volonté politique, là. Peut-être pas avec le gouvernement actuel, mais par exemple, s'il y avait un changement de garde à partir des élections fédérales l'automne prochain, peut-être que ça pourrait changer la donne, là, pour vous. On veut toujours croire en la bonne foi, disons-le ici, mais si on regarde les 3 partis officiels qui ont la possibilité de prendre le pouvoir, le Parti libéral avec Justin Trudeau est clairement affiché pour l'oléoduc. Du côté du NPD, le NPD s'est affiché contre le port pétrolier, mais a toujours démontré une forte ouverture à l'oléoduc. La seule chose qui est particulier au NPD, c'est qu'eux disent qu'ils vont supposément rétablir la réglementation avec l'Office national de l'énergie pour analyser ce type de projet-là et redonner du pouvoir aux scientifiques. Mais jamais que de front, ce parti-là a dit qu'il laisserait tomber ce projet d'oléoduc-là. Au contraire, la position de M. Mulcair est quand même très claire à ce niveau-là, là. Quand je vous ramène sur la question des documents qui ont été déposés par TransCanada, l'Office national de l'énergie, les documents 30 000 pages, là, bon, qui sont pas disponibles en français ou à peu près pas, il me semble qu'il y a une loi sur les langues officielles au pays qui serait obligée, et surtout que là, ça touche toutes les provinces qui devraient respecter ça. La compagnie l'a pas fait, finalement? Tout à fait. Et même l'Office national de l'énergie a refusé les demandes parce que du côté du Québec, si je ne m'abuse, il y a eu aussi un recours avec le CQDE, le Centre québécois du droit à l'environnement, combiné avec différents groupes là, qui touchent à la question de la langue française, là. Je sais qu'il y a eu des sorties aussi de la Société Saint-Jean-Baptiste et différents groupes, là, Mouvement Québec français, entre autres. Et je sais que devant l'Office national de l'énergie, jusqu'à maintenant, ça a été refusé. Et on sait que les processus au niveau de la Cour par la suite sont quand même très onéreux là, pour les porteurs de ce genre de dossier-là. Là. Donc, c'est sûr que là, des fois, il faut quasiment se rendre en Cour suprême là, pour des dossiers comme ça, là, pour avoir un jugement favorable. Là, mais comme vous dites, là, ça coûte très, très cher. Et vous, vous avez le mouvement Coule pas chez nous. Est-ce que vous avez un peu de finances ou est-ce que voyez-vous, c'est sûr que nous, on a été financés. Là, il y a eu l'action avec Gabriel Nadeau-Dubois, là, le doublon La Mise, là, qui a rapporté de près de 400 000 $. C'est sûr que nous, Coule pas chez nous, on n'était pas constitués comme organisme. C'est un heureux problème, disons-le ainsi. Donc, dans le processus, nous, on avance très bien. On vient de créer une fondation. On est en train de développer une politique d'utilisation des fonds, un code d'éthique
Et par la suite, on va pouvoir recevoir là, des demandes de projets des différents groupes citoyens là, qui sont sur le long du tracé. Là. Quand on parle avec monsieur et madame tout le monde dans la région, on voit que les gens ont encore des positions qui sont très mitigées au niveau de cet oléoduc-là. On targue beaucoup, on joue beaucoup du côté de TransCanada sur l'argument de la sécurité. On dit que c'est plus sécuritaire que n'importe quel autre moyen pour transporter du pétrole. On se rappelle de ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. Là, je pense que là-dessus, là, on n'a pas besoin de revenir sur cet événement-là. Je lisais un article récemment, là, je sais pas c'est dans quel journal, je sais pas si c'était la presse, le Devoir ou le Journal de Montréal, là, parce que vous savez, quand l'information circule sur Facebook, hein, on finit par perdre la source initiale. On racontait que le nombre de wagons de pétrole qui circulent sur l'île de Montréal, là, si ça explosait tous en même temps, là, ça serait plus gros que la bombe d'Hiroshima. Donc, je me dis, à un moment donné, il me semble qu'un oléoduc, est-ce que c'est pas le moindre mal dans la situation actuelle? La question est vraiment intéressante. L'idée de ces compagnies-là, qui sont propriétaires des gisements de sable bitumineux, ont l'intention de doubler à tripler la production. Donc, même si l'oléoduc d'Énergie Est se faisait, on parle de 1,1 million de barils par jour qui transigerait, il y a encore 4 millions de barils par jour pour atteindre cette production-là du double à aller jusqu'au triple. Donc, le débat train-oléoduc est un débat qui s'annule. Parce qu'il n'est pas vrai que si on accepte un oléoduc, il va y avoir moins de trains. Et aussi, les porteurs de projets par train, on pense entre autres, nous, l'Est du Québec, on serait doublement touchés en plus de l'oléoduc. Il y a le projet Chaleur Terminale à Belle-Dune. On parle de 240 wagons par jour. Donc, Lac-Mégantic, c'était 70 wagons. Donc, on peut imaginer de 2 à 3 trains qui vont traverser tout l'Est du Québec. Donc, tous les villages où il y a le train, je pense entre autres, ou même les grandes villes, je pense à Rivière-du-Loup, tout l'Est du Québec serait traversé par ce projet-là. Donc, s'il y a l'oléoduc, ce projet-là ne s'annule pas pour autant. On parle aussi de Sorel-Tracy. Et peut-être quelque chose que les gens doivent avoir en tête au niveau de la réflexion, même TransCanada a commandé une étude pour la traversée du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Saint-Augustin-des-Maures par une compagnie qui a été embauchée par TransCanada. Et même eux disent que ce serait une première mondiale, ce type d'infrastructure-là, pour traverser le fleuve, et que c'est à haut risque. Et on sait que de Montréal à Québec, c'est 40% de la population du Québec qui puise son eau potable. Moi, je pense qu'au niveau de la réflexion, à un moment donné, le principe de précaution, c'est pas de dire on est des nonistes ou on dit non à tout. C'est qu'à un moment donné, on a une ressource qui, elle, n'est pas remplaçable et on a un devoir de la préserver. Donc, il faudrait que TransCanada fasse ses devoirs autrement, dans le fond. Là. C'est pas qu'on est là puis on est fermé à toutes les éventualités, mais on voit qu'il y a encore des risques et que le risque zéro n'existe pas. Oui, puis pour le Québec, c'est clair que nous, on n'en bénéficie pas en termes de diminuer notre importation de pétrole en allant avec le pétrole canadien. Sans port pétrolier, on sait que déjà les retombées économiques ne seront pas aussi grandes que si qu'elles l'auraient été au départ, là, quand on en parlait d'un là, à Cacouna. Tout à fait. C'est uniquement pour de l'exportation. Et Cacouna, il y aurait résulté à peu près 30 emplois venant de TransCanada eux-mêmes. Et ces 30 emplois-là auraient été des emplois spécialisés. Donc, même pas la population de Cacouna qui aurait pu directement travailler là. À part peut-être quelques sandwichs de vendus de plus aux dépanneurs et quelques emplois dans le camionnage. C'est uniquement de l'exportation de ce pétrole-là. Mais il n'y a pas des possibilités de redevance pour les municipalités dans le cas du tuyau de l'oléoduc qui passe justement sur le territoire de certaines d'entre elles, ou du moins peut-être même des redevances pour les MRC, par exemple? Si on fait l'ensemble du comparatif aussi au niveau des propriétaires terriens et qu'on regarde quelle est la dévaluation des maisons, l'explosion des coûts au niveau des assurances, quand on parle de Cacouna, là, on parlait de transformer un village en zone industrielle à haut risque. Là. On parle pas d'ouvrir une petite PME qui va créer des emplois. Il y avait un super de beau projet avec la cale sèche qui aurait créé plus de 100 emplois avec Méridien Maritime. Et ça aurait été des emplois pour les gens de Cacouna, des soudeurs, des emplois manuels, des emplois de réfection, des sableurs au niveau des coques de bateaux. Donc ça, c'était directement, ça aurait généré directement de l'emploi. Mais il faut vraiment réaliser que le projet de TransCanada, c'est uniquement pendant la phase de construction. Après ça, le Québec en bénéficie pas. Là, le 1,1 million de barils par jour et avant tout pour l'exportation, le Brésil, Chine, Europe et sud des États-Unis. Maintenant, en terminant, c'est quoi les prochaines actions pour le mouvement Stop Oléoduc ou pour Coule pas chez nous? Ben là, on voit que le Nouveau-Brunswick se réveille assez rapidement. Là, ils réalisent, eux, qu'ils sont à la fin de la ligne. Il y a donc une marche d'organiser le 30 mai là, au Nouveau-Brunswick à Saint-John. Ce
qui est très rare. Là, on voit très rarement des mouvements sociaux se soulever pour cette question-là au Nouveau-Brunswick. Donc, on sent qu'il y a vraiment un énorme réveil. Nous, du côté de Coule pas chez nous, la mise en place se poursuit. On a une assemblée générale là, qui arrive à la fin mai. Et on va continuer à informer la population. Il y a des groupes citoyens qui naissent pratiquement à tous les 2 semaines là, le long du tracé. On pense entre autres dans la Nodière où il y a énormément de groupes citoyens qui sont apparus en très peu de temps, là, plus d'une dizaine de groupes. Donc c'est clair qu'on poursuit cette information-là du public. Et pour nous, c'est important que les gens puissent faire un choix éclairé parce que jusqu'à maintenant, on se rend compte que quand on informe quelqu'un qui était en faveur, du moment que les arguments sont là par la suite, c'est très rare que la personne poursuit la même réflexion, là, à moins d'avoir des intérêts pécuniaires, là. Martin Poirier, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. 8h